Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle conférence offerte par les Sociétés historiques de Québec et de Montréal et les éditions du Septentrion. Ceux parmi nous qui nous ont suivis au printemps dernier connaissent ces conférences virtuelles. Elles ont permis en fait de pallier à l'abandon des conférences par la Société historique de Montréal et la Société historique de Québec en personne et à l'abandon aussi des salons du livre où il était possible de rencontrer les auteurs en histoire. Et donc, on a décidé de s'allier ensemble pour donner des conférences aux 2 semaines à la dernière saison. Et on a donc décidé de reprendre cette saison, les conférences, et on commence en grand dans les locaux de la Société historique de Québec. C'est ça, je me présente, Alex Tremblay-Lamarche, président de la Société historique de Québec. Je suis en compagnie de Sylvain Lombroso de la Société historique de Montréal. Bonjour Sylvain. Bonjour Alex. Et donc, on a de la grande visite de Montréal aujourd'hui. Et cette visite-là, en fait, elle est particulièrement intéressante parce que, Sylvain a dirigé un numéro de Cap au Diamant sur le Codex Canadensis, une énigme de la Nouvelle-France. Et c'est aujourd'hui le sujet de notre conférence. On va reprendre les conférences virtuelles aux 2 semaines, au mois. Plutôt au printemps, on en a fait aux 2 semaines. Cette fois-ci, on va y aller à chaque mois. Et donc, surveillez les deuxièmes mardis du mois. En septembre, octobre, novembre et décembre, on aura une conférence offerte par ces 3 organismes. Et la première conférence avec laquelle on commence, comme je vous le disais, c'est sur le Codex Canadensis. Le Codex Canadensis, comme on va le voir dans quelques instants, c'est une source un peu mystérieuse, mais c'est surtout une source qui est fascinante parce qu'on y découvre la faune, la flore d'une Amérique que les Européens commencent à découvrir, mais c'est aussi un manuscrit, comme on va le voir dans un instant, qui est assez mystérieux puis qui a eu un voyage assez surprenant. Et pour ce faire, je suis en compagnie de Sylvain Lombroso, comme je vous le disais. Sylvain Lombroso est journaliste. Il a publié en fait quelques articles dans Le Devoir sur diverses enquêtes historiques qu'il a faites. Il est également sur le CA de la Société historique de Montréal, comme je vous le disais. Et il s'investit également dans les rendez-vous d'histoire de Québec, festival d'histoire qui a eu lieu en août cette année en version numérique pandémie oblige. Et donc, Sylvain, première question que j'ai envie de te poser. Dans quel contexte est-ce que tu as commencé à travailler sur le Codex Canadensis? Comment est-ce que tu as découvert cette source? En fait, j'ai commencé à travailler sur le Codex parce que j'écrivais un article pour le Devoir, une série sur un journaliste français du nom de Léo Lémarie. C'était en fait un Français qui est venu au début du XXe siècle au Québec, à Montréal précisément, et il s'est passionné pour l'histoire de la Nouvelle-France. Et il est revenu en France justement après quelques temps passés sur le continent américain, et il s'est particulièrement investi pour retrouver des sources en fait, parce qu'il y avait beaucoup de documents qu'on n'avait pas encore explorés dans les archives françaises. Donc lui, il est allé sillonner la France à la recherche des archives concernant Champlain, Maisonneuve, Jeanne Mance. Et au début, ça s'est très bien passé. Il a fait un travail admirable. Il a beaucoup communiqué avec des archivistes au Québec. Il a permis notamment de retrouver des actes de naissance, enfin toutes sortes de documents qui ont été ensuite publiés ici. Il y a eu des publications par exemple dans la presse pour annoncer qu'on avait retrouvé l'acte de naissance pas l'acte de naissance, l'acte de baptême bien sûr de Maisonneuve. Donc c'était un grand événement. Et puis après, il y a eu une longue dérive de sa personne. Ouais, ça a mal fini. C'est ça a mal fini parce que c'est pas très rémunérateur de faire ça, et il avait besoin de faire vivre sa famille. Et donc, il y a certains documents qui effectivement ont disparu. Et donc, quand j'ai commencé à comprendre qu'il y avait des documents qui avaient été subtilisés par ce personnage, j'ai cherché à savoir lesquels, puisqu'en fait, il n'y avait pas une... Je savais qu'il avait été condamné par la justice française, mais je ne savais pas sur quel document c'était réalisé. Et donc, je cherchais des documents concernant la Nouvelle-France qui potentiellement étaient sur le sol américain. Donc là, j'ai collaboré avec un archiviste à Ottawa en lui demandant, d'après lui, est-ce qu'il y avait des pièces manquantes. Ouais.
Et là, il a commencé à me parler du Codex Canadensis en me disant, voilà, il y a ce carnet de dessins incroyable qui est en Oklahoma. Il m'a dit, bah, tu devrais regarder ce côté-là. Bon, je l'ai noté parce qu'il m'en a donné plein d'autres aussi. Donc, pour moi, c'était un parmi... un parmi d'autres, simplement. Exact. Et au fil de mes recherches, dans les boîtes d'archives de Léo Lémarie, en fait, je me suis aperçu qu'il y avait en fait, il avait il utilisait des feuilles publicitaires pour prendre des notes. Il avait beaucoup de brouillons et notamment, il y en a une qui revenait souvent de feuilles qui étaient, on voyait l'annonce d'une vente aux enchères en 1934 à Paris, qui concernait plein de vieux documents sur l'Amérique, la découverte de l'Amérique. Tiens donc. Voilà. Donc là, je me suis dit, tiens, ça a l'air intéressant. Et puis, en fait, je voyais, bon, il y avait un document qui revenait souvent, qui s'appelle Rareté des Indes. Et en fait, après, quand j'ai commencé à regarder plus précisément sur le web ce qu'était le codex dont m'avait parlé l'archiviste, j'ai vu qu'en fait, le document Rareté des Indes et le codex, en fait, c'était la même chose. Le codex, c'était juste une nouvelle façon de nommer ce carnet de dessin. Donc, ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, il faut continuer à creuser. Au début, je me suis dit, ça va être très facile et puis ça va aller vite. Et évidemment, c'est pas du tout le cas. Et puis, j'y suis encore et on va en parler. Le mystère est encore assez épais, même si on a contribué à l'éclaircir. Il y a encore des zones d'ombre majeures et aujourd'hui, on va parler de ça justement. Et peut-être avant d'aller plus loin, pour les gens qui nous écoutent et qui ne savent pas vraiment qu'est-ce que le codex, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot? Qu'est-ce que le codex? C'est quoi comme source? Alors, concrètement, c'est un carnet de dessins, mais sur lequel, ça commence avec... il y a des cartes, il y a 2 cartes principalement. Il y a des hommages à Louis XIV et à ses victoires. Il y a ensuite des dessins d'autochtones dans des situations très réalistes. Et puis, il y a des animaux, des végétaux, beaucoup d'animaux. Et il y a aussi Jacques Cartier et son bateau. Il y a un canon. Enfin, il y a beaucoup de choses, mais c'est principalement, on va dire, la faune, la flore. Ouais, c'est ça, la faune et la flore. Mais les dessins sont vraiment saisissants parce que on en reparlera, ils ont un côté assez naïf qui leur donne un petit goût réaliste et surprenant. Ouais, c'est ce qu'on voit d'ailleurs sur la page couverture de ce numéro de Capot Diamant. On voit vraiment les Amérindiens tels qu'ils sont représentés, cette scène de pêche qui est assez intéressante. Et donc, une belle façon de représenter la Nouvelle-France et de représenter ce nouveau continent qu'on découvre. Et si on revient en fait à votre enquête, par où est-ce que cette enquête-là commence? Alors en fait, j'ai compris que cette vente avait été stratégique, donc cette vente de 1934, et je me suis aperçu qu'en fait, elle avait été pilotée par un libraire expert en livres rares et en livres de voyage et en Americana, qui s'appelle Chamonal. Et en fait, je me suis aperçu donc que cette librairie existait toujours. Ah ouais? Oui. Qu'elle est Elle est où à Paris? Elle est rue Drouot, dans le 9e arrondissement. Qui est le quartier un peu stratégique pour ce genre d'affaires. Là, je me suis dit, je suis allé voir le catalogue, j'ai vu qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que Maurice Chamonal, donc la personne qui a piloté cette vente aux enchères, en 1934. Voilà, avant de lancer ce livre dans l'inconnu, parce qu'on ne sait pas où il va atterrir après une vente aux enchères, il a choisi de le faire reproduire en 110 exemplaires grâce à un procédé de l'époque. Et donc, il a fait vraiment un très bel ouvrage, donc signé, numéroté, qui reproduit fidèlement le codex. Et il se trouve que à la librairie Chamonal, donc tenue par le petit-fils, il y avait en vente un de ces exemplaires, un de ces 110 exemplaires. Ouais. Donc moi, j'ai contacté le libraire et je lui ai demandé est-ce que je peux venir voir l'exemplaire. Et surtout aussi, ce que je me suis dit, c'est que je vais lui poser pas mal de questions, ça va m'aider à en savoir plus sur ce livre. Le truc, c'est que quand je suis arrivé là-bas, je l'ai senti un peu fuyant, alors que c'est quand même une pièce qu'il vendait 1000 euros. Donc je me suis dit, bon, pour 1000 euros, il y aura... peut bien parler un peu. Hein? Voilà, c'est ça. Et en fait, pas trop.
parce que je pense que il veut pas trop révéler comment son grand-père Mhm. a eu ce document. Donc là, c'était un peu déstabilisant parce que j'ai pu voir la reproduction, j'ai pu la consulter, j'ai pu notamment lire l'introduction qui a été réalisée à l'époque par un baron français qui s'appelle Marc de Villiers, qui était qui était dans la Société des Américanistes, qui était un spécialiste de la Louisiane, et qui a écrit une introduction parce que comme le carnet n'est pas daté et n'est pas signé, Maurice Chamonal avait demandé à cet homme, à cet historien, de réaliser une enquête pour savoir qui avait fait ces dessins. Et donc, ça m'a permis, notamment en consultant ce carnet à Paris, d'avoir accès à cette introduction par le baron Marc de Villiers et d'avoir un peu son sentiment sur la question. Ouais. Et parce que là, on doute effectivement de l'attribution à Louis-Nicolas à l'époque. Alors, à l'époque, on ne parle même pas de Louis Nicolas, on parle de Charles Bécquart de Granville. C'est-à-dire qu'en fait, Charles Bécquart de Granville, il est procureur du roi à Québec, ici même. Et puis lui, il va réaliser des cartes, il va aussi faire une vue de Québec. Et donc, Marc de Villiers, lui, quand il a vu qu'il y avait cet homme-là qui était un illustrateur quelque part en Nouvelle-France, il s'est pas trop compliqué la vie, il s'est dit, tiens, ça semble correspondre. Ouais. A priori, il sait faire des cartes, les dates correspondent. Donc il a dit, voilà, c'est Charles Bécquart de Granville qui est l'auteur probable. Et bon, pendant longtemps, ça a convaincu tout le monde, hein. C'était pas un problème. Ouais, parce que c'était vraisemblable, mais une enquête plus approfondie a permis de se rendre compte que c'était pas Bécard de Granville, mais que c'était plutôt Louis-Nicolas. Ouais, Et pour comprendre ça, il faut retourner au Canada du côté du grand spécialiste du Codex Canadensis, François-Marc Gagnon. alors c'est ça. Donc, celui qui a vraiment révélé le codex, on va dire, au Québec, s'appelle François-Marc Gagnon. C'est un historien de l'art qui Mhm. était à l'Université de Montréal notamment, puis après qui a travaillé pour Concordia. Et pour un peu comprendre comment cet homme s'était intéressé à ce document, et en fait, je pense qu'on va s'entretenir avec Laurier Lacroix, qui a Ouais. aussi participé au numéro et qui est un grand spécialiste de l'histoire de l'art au Québec. Il a beaucoup collaboré avec François Marc, donc on va l'écouter, il va nous raconter un peu comment cette aventure a commencé pour lui. Bonjour Laurier Lacroix. Vous avez signé un excellent article dans le dossier Capot Diamant sur le Codex Canadensis. Donc on tenait beaucoup à vous interroger aujourd'hui pour parler de François-Marc Gagnon, puisque c'est vrai que c'est quand même grâce à lui que cette histoire a pu renaître au Québec. Donc on avait envie d'en savoir un peu plus sur sa personnalité et sur son parcours par rapport au Codex. Donc déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer quand vous avez rencontré François Marc et dans quelles circonstances en fait? J'ai rencontré François Marc à un moment où j'étais étudiant à la maîtrise en histoire de l'art. J'avais fait mon bac à Concordia, mais je souhaitais travailler avec François Marc qui était déjà une vedette au début des années 70. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui travaillaient sur l'histoire de l'art du Québec. Et déjà, ses articles, ses travaux l'imposaient. En fait, c'était une figure connue. Et plusieurs des personnes qui vont nous entendre aujourd'hui ont probablement fait connaissance avec François Marc à travers la télévision parce qu'il y a eu une série dans les années 80-90 d'émissions extrêmement populaires qui vulgarisaient l'histoire de l'art du Québec. C'est un communicateur né, c'est quelqu'un qui a un bagou formidable et donc d'aller travailler avec lui, c'était évidemment très stimulant, très, très engageant. Et donc, c'est ça. Lui, il était prof à l'Université de Montréal depuis 1966. Moi, j'arrive en 1971. Et donc, je suis on est quelques-uns là, parmi les premiers diplômés qui ont fait leur mémoire avec lui sur un sujet d'histoire canadien. Il travaillait à ce moment-là sur sa grande histoire de l'art, sa grande histoire sur Bordua, une biographie qu'il va publier en 78, je crois, si je me souviens bien, mais déjà, il enseignait l'histoire de l'art du Québec, du Canada, et donc il s'intéressait beaucoup aux sources euh, pour permettre justement de constituer cette histoire-là. Alors, comment on peut relier Bordua et la Nouvelle-France, le Codex? En fait, c'est comment on établit un lien entre des choses qui paraissent très distantes dans le temps?
ce serait comme le mystère Québec, hein, le mystère François-Marc Gagnon. Je pense que c'est sa curiosité, son intérêt, son désir. En fait, en construisant ce cours-là, évidemment, de travailler sur des sources extrêmement importantes. Je pense que le texte de Refus global et puis le Codex canadensis étaient vus par François Marc comme des espèces de documents qui proposent des changements de paradigme dans la société. C'est-à-dire que malheureusement, le Codex n'a pas été publié, mais c'était une somme de connaissances. Et pour lui, je pense que ça lui offrait un terreau qui permettait de comprendre et de synthétiser l'ensemble de connaissances sur le régime français, de la même façon que Refus global et Bordua présentaient un miroir et l'envers et le revers de la société québécoise des années 40 et 50. Et donc, je pense que c'est par son intérêt, sa curiosité pour justement ces moments charnières, ces moments où des choses se cristallisent, des choses se définissent, qui permettent de comprendre une époque, qui a fait qu'il s'est intéressé à ces deux monuments, Refus global et Codex canadensis, qui sont véritablement des témoins exceptionnels. Alors, c'est justement, il a passé un temps que je pense considérable pour en avoir même discuté avec lui à l'époque, un peu avant son décès. Il continuait encore à travailler là-dessus, il m'envoyait toutes sortes de documents et qui étaient à chaque fois en plus très fouillés. Et il a fait des tentatives de datation du codex, il a fait des conférences un peu partout. Comment on peut expliquer qu'il a été aussi fasciné par cet ouvrage, en fait? Qu'est-ce qui l'attirait particulièrement? C'est-à-dire que donc il le découvre en 1974 au moment de la publication d'un pseudo-facsimilé à Montréal. Et là, que ça va devenir un objet d'étude. Et peu de temps après, une de ses étudiantes de maîtrise va réussir à identifier l'artiste. Et là, c'est vraiment le début d'une grande enquête. Je pense que ça s'explique en partie par le fait que le codex soit l'objet qu'il est, à savoir une synthèse d'informations d'ordre ethnographique sur la flore, la faune. Et donc, la langue, évidemment, donc on n'épuise pas un objet comme celui-là en le feuilletant. Et donc, il faut revenir, en fait. Et donc, son travail d'enquête sur la langue, sur les mœurs, les coutumes, les voyages, en fait, l'auteur lui-même, tout ça prend du temps, puis il ne faisait évidemment pas que ça. Alors, au fur et à mesure qu'il rencontrait des gens passionnés, intéressés par le sujet, il les greffait à son enquête, à son intérêt, et c'est comme ça que petit à petit, je pense qu'il a pu monter une équipe de chercheurs qui, avec lui, ont préparé cette merveilleuse édition du Codex annoté, mais c'est ça, je pense que ça se justifie par l'ampleur de l'objet lui-même et le fait qu'une seule personne en histoire de l'art, lui, s'intéressait évidemment, c'est l'iconographie qui était son intérêt principal. Bon, il a beaucoup travaillé sur les sources et le lien entre l'Historia canadensis de Ducreux, paru en 1664, et l'ouvrage et le Codex, mais évidemment, ça dépassait le champ de compétences justement dans des domaines scientifiques autres que le sien, invitait à collaborer avec d'autres chercheurs. Donc, une question que je me pose, Laurier, c'est est-ce que vous avez déjà eu une conversation avec François-Marc Gagnon à propos du Codex? Est-ce que déjà il vous a parlé de ses projets au moment où il les réalisait? Oui, François-Marc était toujours exubérant sur ses projets. J'ai entendu quelques conférences parce qu'au fur et à mesure que les travaux avançaient, il les diffusait. En fait, je dirais qu'il avait quelques passions comme ça. Il y a un artiste, Berger, dont on ne connaît aucune œuvre, mais pour lequel il y a une documentation formidable. Il y avait comme ça je dirais, des sujets qui le passionnaient absolument. Et le Codex en était un de ceux-là. Je pense c'est la figure de Louis-Nicolas d'une part, hein, ce personnage assez excentrique qui le fascinait. Bon,
lui-même dominicain défroqué, peut-être qu'il se reconnaissait un peu dans cette figure-là. Euh, je ne sais pas, non, c'est... Bon, puis la curiosité, fait, je veux dire, de François Marc qui était débordante. Hein, fait, je veux dire, les champs de connaissances qu'il a abordés au cours de ses études. Il y a une formation de philosophe au départ, de théologien, mais je veux dire, c'est formidable tous les champs qu'il a explorés au cours de sa carrière. Et je pense que le codex, justement, lui permettait de discuter avec d'autres spécialistes et justement d'élargir ses connaissances. C'est ce qu'il appréciait beaucoup. Et je ne pouvais pas, moi, lui apporter vraiment quelque chose parce que c'était pas, j'avais un intérêt mais pour les images, mais pas de connaissances particulières sur l'état d'avancement de ses travaux. Alors, qu'est-ce qu'on peut considérer si on doit citer une ou deux choses que François Marc a permis autour du codex? Ça serait quoi? Qu'est-ce que vous retenez spécialement? Ben, d'une part, je dirais de ne pas avoir lâché le morceau, parce que ce projet d'édition critique, il a nourri pendant très longtemps. Donc, de trouver un éditeur qui acceptait de porter ce projet-là, c'était compliqué. Je veux dire, il fallait trouver un éditeur quand même qui avait les reins assez sérieux, qui croyait en ça. Je pense qu'il aurait aimé probablement qu'il y ait une édition française qui paraisse en même temps. Mais en même temps, bon, il était content que ça soit connu, diffusé. Puis le fait que ce soit en anglais aussi, ça atteint un autre public. Vous, en tant qu'auteur dans Cap au Diamant, qu'est-ce que vous avez essayé de retracer spécialement dans votre article? Ce qu'on voit avec le codex et avec d'autres travaux, c'est que François Marc est vraiment, je dirais, à la recherche de la façon dont le savoir naît et se diffuse. Et donc, l'idée pour lui de trouver les sources de Louis-Nicolas, ce qu'il avait lu, ce qu'il connaissait, ce qu'il avait vu, et comment il interprétait ça pour rendre lui-même ses propres observations des gens, de la nature, qu'il a observé. Je pense que c'est ça qui est le projet fondamental de François Marc, c'était toujours de comprendre d'où venaient les idées, d'où venait la connaissance. Et il a appliqué véritablement dans le cas du codex justement à Louis-Nicolas et à cette formidable entreprise pour justement montrer comment c'était une synthèse de chercheurs, d'aventuriers, d'autres voyageurs qui avant lui avaient publié sur le sujet et comment donc Louis-Nicolas se sert de ces sources-là, mais en même temps comment il peut apporter certaines innovations. J'ai une question là qui est subsidiaire par rapport au dessin de Louis-Nicolas, parce que j'ai lu plusieurs. Alors là, je parle à l'historien de l'art, Laurier Lacroix. Par rapport au dessin, au style de dessin de Louis-Nicolas et à sa façon de représenter, là, plus particulièrement les humains. Comment vous jugez ce style-là? Qu'est-ce que ça vous inspire? Parce que j'ai lu des choses très contradictoires sur la question. Et je voulais un peu vous entendre, vous qui êtes spécialiste de ça, c'est quoi votre jugement là-dessus? C'est-à-dire qu'on sait que Louis-Nicolas est souvent parti d'images déjà existantes qu'il a comme répétées, donc il ne les a pas copiées littéralement, il n'a pas passé par-dessus avec un stencil, donc il les a réinterprétées avec les moyens qu'il avait. Et donc, moi, ce que je comprends, c'est qu'il n'y avait pas une formation technique comme dessinateur. Et donc, il a dû apprendre à maîtriser par lui-même tout le système graphique, des contours, des hachures, comment traiter les ombres, comment traiter les textures, les matières. Et on le voit dans ces types de dessins. Et donc, c'est ça. Je pense que c'est un autodidacte qui regarde bien les images, qui servent de modèle, qui les retranscrit, mais qui, tout de suite, en fait, qui impose ses limites, en quelque sorte, et ces limites donnent une particularité à ces dessins-là qui les rend très vifs, très dynamiques, justement parce que c'est un trait
qui n'est pas hésitant, c'est un trait qui est ferme et on sent le mouvement de la plume, on sent, justement, c'est pas du tout académique, hein, c'est très vivant comme dessin et dans ce sens-là, ils sont très beaux à regarder, c'est-à-dire qu'ils sont très originaux pour l'époque, très différents et oui. Donc, ils ont leur style eux-mêmes, ouais. On peut dire que Louis Colin a un style. Oui, parce que je me demandais justement, quand on parle souvent Ducreux, euh, on- là on est dans de la gravure, donc il y a beaucoup, c'est beaucoup plus rangé, c'est plus académique. Est-ce que là, effectivement, c'est pas ça qui représente aussi le côté, cet accident finalement de la non-publication des œuvres de Louis Nicolas? Est-ce que c'est pas ça qui finalement nous donne toute la saveur de l'œuvre aujourd'hui? Il est certain qu'un regard moderne, enfin que nous, on peut regarder ça d'une manière différente que ses contemporains. Je ne suis pas sûr que ses contemporains auraient apprécié de la même manière que nous autres cette espèce de naïveté, hein, que les dessins d'enfants et que toute la décomposition de l'image qu'on a vue au XXe siècle nous a appris à apprécier. Donc, je pense que nous, on a un regard sympathique pour les dessins de Louis Nicolas que n'auraient peut-être pas eu les contemporains s'ils avaient eu ça. Et sûrement qu'un graveur, si on lui avait remis ces dessins-là, aurait complètement transformé ça pour toujours... il n'y aurait pas eu un poisson comme ça tout seul. Hein, il l'aurait mis dans un décor, etc. Ça aurait été tout à fait autre chose si ça avait été dû être transcrit pour la publication. C'est sûr qu'on n'aurait pas fait un cliché photographique, on aurait aménagé les images de Nicolas. On vient d'entendre Laurier Lacroix nous parler de François-Marc Gagnon. François-Marc Gagnon, bon, comme l'a mentionné Laurier Lacroix, c'est vraiment un personnage qui est fondamental dans l'étude du codex. Il en a d'ailleurs fait une superbe réédition publiée chez McGill Queen's University Press, dans laquelle on voit les différentes pages du Codex Canadensis et les différentes images, justement. Bon, bah, ça, c'est pas une page avec une image, juste pour mal le faire. Attendez un peu. Je vais vous en montrer quelques-unes. Et donc, c'est vraiment un petit trésor pour être capable de voir la Nouvelle-France que les Européens découvrent au 17e siècle. Et après avoir été voir François-Marc Gagnon, ben, vous avez été amené à aller vers d'autres personnes pour poursuivre l'enquête. En fait, moi, effectivement, j'ai commencé à communiquer avec lui et puis lui s'est plus intéressé à la signification des dessins, à essayer de comprendre un peu les techniques qui avaient été employées et puis à essayer de retrouver les sources d'inspiration du fameux jésuite qui a fait ces dessins. Alors que moi, je m'intéressais plus particulièrement à l'aspect matériel du livre pour essayer de comprendre, bah, finalement, ce livre, il est réapparu en 1930. Où est-ce qu'il était avant? Et qu'est-ce qui lui est advenu, qu'est-ce qu'il en est advenu après la vente, qui l'a acheté et puis comment il a atterri en Oklahoma. Donc moi, je me concentrais là-dessus, mais François Marc avait assez peu de réponses sur ce sujet-là. Il m'a envoyé vers une professeure de l'université de Toronto qui s'appelle Germaine Warkentin, qui a écrit beaucoup d'articles en anglais sur Louis Nicolas. Pour la première fois, en français voilà. Dans le numéro de Capot Diamant. Pour la première fois, elle a participé à un projet français sur le Codex, dans lequel elle était ravie. Et elle, dans ce numéro-là, elle parle de la biographie du jésuite, donc là, c'est pour en savoir plus sur sa vie. Et puis elle s'était intéressée aussi aux aspects matériels du livre, donc on a un peu recoupé voilà, on a recoupé notre enquête. Elle avait fait à peu près les mêmes choses que moi. Moi ensuite, donc, ce que j'ai fait, c'est que sur le plat de devant du codex, il y a des armes royales. Donc j'ai voulu savoir qui était le roi qui avait possédé potentiellement ce manuscrit. Donc je suis allé à Paris. Il y a des libraires spécialisés qui ont des catalogues où il y a toutes les armes, tous les types de couvertures selon les siècles et les rois et les grands nobles propriétaires collectionneurs. Et puis là, à ce moment-là, je cherchais aussi à acquérir le catalogue de vente de 1934 parce que souvent les catalogues sont annotés. Il y a des acheteurs dans les salles de vente aux enchères ou des professionnels qui mettent plein de petites notes au crayon sur les livres et ça permet d'avoir plein de renseignements sur la vente pour savoir qui a acheté et à quel prix.
Là, justement, on a sous les yeux Ouais, le catalogue voilà, le de fameux 1934. Donc, bon, ben, on voit probablement pas à la maison exactement ce qu'il y a à l'intérieur, mais faut imaginer que chaque petit paragraphe décrit, bon, un objet qui est en vente lors de cette vente aux enchères. Ici, ben, on a le lot, pas le lot, mais l'objet 328, Rareté des Indes, qui est le Codex Canadensis. On voit que bon, c'est longuement décrit parce que bon, ben, ça prend une page, même une deuxième page, alors que pour la plupart des objets, c'est quand même assez plus court. Et justement, Chamonal a jugé bon de faire une reproduction du codex pour en donner bon, une idée. Et sur cette reproduction du codex, on voit Jacques Cartier, ici avec le chapeau et l'épée, ainsi que son épouse juste à côté. Parce que, bon, comme le mentionnait Sylvain Lombroso, on a un codex qui nous montre bon, brièvement bon, Jacques Cartier, même si dans les faits, il montre principalement la faune et la flore et les tribus autochtones nord-américaines. C'est ça. Et alors quand je suis allé donc chez ce libraire pour acheter, enfin pour consulter les armes royales, en fait lui aussi il avait un autre catalogue et puis son catalogue à lui il était annoté, donc j'ai amené un autre catalogue d'une vente qui est annoté. En fait, là, vous allez voir, c'est un exemple, donc c'est assez rare, mais on est assez content généralement dans ces cas-là d'acheter un livre qui a été personnalisé. Donc il y a plein d'infos, là c'est une vente et on a tous les prix, il y a des noms d'acheteurs. Donc c'est en fait là, à ce moment-là, complètement par hasard, ce libraire avait une version du catalogue à noter. Et puis quand on a ouvert le catalogue, il y a une feuille qui est tombée. Et en fait cette feuille, c'était la biographie de Maurice Chamonal. Et dans la biographie de Maurice Chamonal, je me suis aperçu que en fait, toute la partie qui correspondait au codex était vraiment prépondérante. C'était un des moments clés de sa vie. Il a, en fait, comme on l'a dit, fait reproduire le codex à 110 exemplaires. Et puis, je me suis aperçu au fil de l'eau que c'était toute la vente de 1934, en fait, c'était sa collection, en fait. Donc ça veut dire que... C'est un grand moment dans voilà. sa vie, puis il est conscient que le codex, c'est quelque chose de vraiment précieux sur lequel il est tombé, puis qu'il ne retombera pas sur quelque chose de cette valeur-là une deuxième fois dans sa carrière. Exactement. Donc c'est pour ça que, comme tu l'as souligné, il en a fait un peu l'œuvre majeure de la vente et qu'il a fait certaines reproductions dans le catalogue. Donc ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, wow, c'est vraiment un document d'une très grande valeur et donc ça m'a encore plus plongé dans l'enquête. Et cette enquête-là nous amène aussi du côté du Vermont et du côté de Londres, où on trouve un collectionneur et un libraire qui va nous aider à poursuivre notre enquête. C'est ça. C'est-à-dire que ensuite, puisque donc la vente avait lieu en 1934, que dans tous les catalogues annotés que j'ai trouvés, à chaque fois il n'y avait pas le prix, il y avait le prix en face de tous les lots qui avaient été vendus, enfin de la grande majorité des lots de cette vente. Ont été cédés lors de ces enchères. Mais le codex, il n'y avait pas de prix de vente. Et même, j'ai trouvé un catalogue aux États-Unis où c'était écrit Andrieux à côté du numéro 328. Et Andrieux, c'était l'expert qui a régulé cette vente. Donc souvent, ce que ça veut dire dans ces cas-là, c'est que soit la vente, elle était biaisée, c'est-à-dire que quelqu'un avait déjà préacheté quelque part le codex et qu'on ne souhaitait pas qu'il soit vendu lors de la vente, soit c'est que tout simplement, il était tellement cher que personne n'a voulu l'acheter. En tout cas, ça donne un indice sur le fait que le codex ensuite a été, entre guillemets, rentré dans la possession de quelqu'un qui savait le vendre très cher. Et pour vendre très cher un document comme ça, ce qu'il faut faire, c'est aller vers les grands acheteurs américains de l'époque voilà, c'est ça, qui ont beaucoup d'argent et qui sont passionnés par la découverte de l'Amérique, par les explorateurs. Et donc un document comme ça, à leurs yeux, c'est une pièce extraordinaire. Et donc là, en fait, ce que j'ai découvert, c'est que deux marchands s'étaient alliés, en fait. Donc il y a d'un côté une firme, qui a... En fait, c'est un Américain du Vermont qui a démarré cette librairie de livres rares en Angleterre. Henry Stevens. Voilà. Et là, ils ont cette
librairie de livres rares s'est propagée à travers la famille, c'est-à-dire qu'ensuite il y a d'autres personnes de la famille qui ont repris la librairie, c'est vraiment une dynastie. Et de l'autre côté, il y a Hans-Peter Krauss qui est un des libraires les plus connus à l'époque, qui est à New York. C'est un Autrichien qui a fui les nazis et qui a bâti la plus grande, on va dire, librairie, la plus grande expertise sur les livres rares. Il a eu, et c'est lui qui a vendu des Bibles du Gutenberg, beaucoup d'incunables, donc tous les livres imprimés avant 1501. Il a notamment eu dans ses mains, et c'est lui qui a valorisé le Voynich manuscrit, qui est un livre mystérieux écrit dans une langue incompréhensible. C'est un livre très connu. Donc il a vraiment chaque catalogue de Krauss, c'est incroyable parce que c'est des pièces uniques. C'est ça. Il réunit uniquement des livres extrêmement chers, extrêmement rares. Donc il y avait Krauss et l'autre Henry Stevens. Donc les deux firmes se sont alliées et en fait ils sont allés chercher un acheteur extrêmement riche qui s'appelle Thomas Gilcrease, qui est un Américain qui est à l'époque en Oklahoma, qui a fait fortune totalement par hasard parce qu'en fait en tant que descendant Premières Nations. Voilà, des Premières Nations, on lui a attribué un terrain et sur ce terrain en Oklahoma, eh bien, il y avait du pétrole. Voilà. Donc lui il est devenu multimillionnaire et puis il a vraiment une revanche à prendre sur le passé parce qu'il sait que sa famille a été déplacée de territoire en territoire. Il veut vraiment reconstituer la mémoire des communautés autochtones nord-américaines. Exactement. Donc, lui, il va consacrer une partie de sa fortune à aller collecter des ouvrages, à aller collecter des tableaux, tout ce qui concernait les Amérindiens. Il en a fait d'immenses acquisitions pour les réunir dans un musée. Et puis, il a commencé à devenir bibliophile. Et c'est là où Krauss et la firme Henry Stevens sont allés le voir en Oklahoma pour un acheteur. Voilà, un acheteur très fortuné et qui a été certainement séduit par les dessins des Premières Nations. Ouais. Il a certainement été séduit. Et si Krauss et la firme Henry Stevens se déplacent en Oklahoma, ça veut dire que vraiment l'ouvrage devait être très cher et surtout ça a dû être une vente, à mon avis, énorme. Voilà. Et c'est ce qui explique que ce manuscrit, qui décrit au final principalement le couloir laurentien et la Nouvelle-France se ramasse aussi loin de la France ou du Québec ou du Canada aujourd'hui en raison justement de vraisemblablement ce vol puis cette vente aux enchères qui va l'amener auprès d'un acheteur américain puisque il n'y avait qu'un riche américain qui avait les moyens de pouvoir mettre la main sur un document qui avait une telle valeur. C'est ça. Donc aujourd'hui, évidemment, le codex, si vous voulez voir l'original, il faut aller à Tulsa. Et puis, il est dans une vitrine dans le musée, puisqu'en fait, toute la collection de Thomas Gilcrease est maintenant possédée par la ville de Tulsa. Et puis, il y a un musée qui est accessible, qui est magnifique, qui permet de voir beaucoup d'œuvres, et notamment le codex. Et en poursuivant votre enquête, vous vous êtes rendu compte que la reliure de l'ouvrage, qui est un élément qui nous donne quand même des indications précieuses. Tantôt, on parlait des armoiries royales sur la reliure. On parlait également d'une analyse de la reliure pour être capable de savoir quel genre de cuir c'est et à quelle époque ça peut avoir été fait, à quel noble ça peut avoir appartenu. Eh bien, vous avez eu des doutes sur la reliure. Est-ce que la reliure est vraiment la reliure de l'ouvrage? Alors, en fait, c'est ça, c'est que déjà dans l'introduction que le baron Marc de Villiers a fait pour la reproduction en 1930, pour le comte de Maurice Chamonal, il évoque le fait qu'il trouve que là, il se demande si le codex n'est pas un remboîtage. Alors un remboîtage, c'est quoi? C'est quand on veut valoriser un manuscrit, qu'on est un peu malhonnête, on prend le manuscrit en lui-même, on prend une jolie reliure d'un autre ouvrage et voilà. On refabrique un nouvel objet qu'on va pouvoir vendre beaucoup plus cher parce que, par exemple, là, dans le cas du codex,
effectivement, on a une reliure en maroquin rouge avec les armes du roi. Donc c'est une très belle reliure. Au XVIIe, le maroquin, les reliures en maroquin rouge, bah, c'est vraiment les reliures les plus luxueuses. Il y a une granularité sur la couverture qui est très agréable au toucher, et puis c'est vraiment extrêmement résistant. Donc ça veut dire que c'est un livre qu'on peut transporter. Donc François-Marc Gagnon, à la suite du baron Marc de Villiers, s'est demandé si finalement c'était pas une reconstruction en fait, si on n'avait pas pris ce manuscrit, on l'avait mis dans une reliure d'un autre livre. Et donc ça n'aurait pas été offert au roi, ou ça aurait pu l'être, mais on n'en aurait plus la certitude parce qu'on se basait sur la reliure pour être capable de dire ça. Exactement. Donc là, ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est que pour poursuivre l'enquête, ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment questionner l'aspect matériel du livre. Donc là, c'est tout un travail qui est complexe. Donc on peut regarder effectivement la couverture, les armes, comme on l'a dit. Donc là, les armes semblent être celles de Louis XIV. En fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait des fers. Et puis ils étaient aux armes du roi. Alors il y avait plusieurs types de fers selon les époques, donc il faut être capable de retracer ça. Donc là, il semblerait que c'est Louis XIV. Après, on peut aussi regarder quelle est la façon dont ça a été relié, puisqu'il y avait très peu de relieurs. Donc on peut voir qui a fait la reliure. Voilà, c'est ça. Là, il n'y a pas de signature du relieur, mais dans sa façon de travailler, c'est ce que je veux dire. Ouais. Mais parfois aussi, il signe son ouvrage. Là, il y a pas de. Là, c'est pas le cas. Mais on a aussi des ex-libris, peut-être. Voilà, c'est ça. On peut avoir aussi des ex-libris. Donc les ex-libris, c'est des petites vignettes qui sont faites avec une sorte de devise, souvent en latin, pour donner un peu le sentiment du propriétaire et puis pour le décrire, le valoriser. Donc c'était une marque de possession du livre. Par exemple, on a des nobles français qui avaient des ex-libris qui représentaient soit leurs propres armes, mais aussi voilà, comme une devise en latin ou leur château. Enfin, c'est très varié. On en trouve aussi au Québec au 19e siècle. Par exemple, les collectionneurs d'ouvrages anciens sont désireux de trouver des ouvrages de certains anciens premiers ministres, certains anciens notables, et dans lesquels on trouve des ex-libris, ou des fois, en fait, à défaut d'ex-libris, on a simplement le nom de la personne qui est écrit dans le haut d'une page à droite au tout début. Et donc, c'est quelque chose qui va se poursuivre dans le temps sous différentes formes. C'est ça. Et donc là, dans le codex, donc là, j'ai cherché, donc évidemment, il n'y avait pas d'ex-libris. Un cachet peut-être? Alors voilà, souvent aussi, on regarde les cachets. Donc les cachets, c'est souvent des tampons à l'encre grasse qui étaient apposés par des bibliothèques, soit de congrégation, ou soit évidemment la bibliothèque du roi. Par exemple, là, il se trouve qu'il n'y en a pas non plus. Donc là, c'est encore une piste qui n'existe pas. Mais quelque chose qui est extrêmement utile pour nous, c'est que il y a en fait des ouvrages de Louis-Nicolas, donc l'auteur jésuite du Codex, qui sont à la bibliothèque nationale en France, là, qui sont dans les collections. En fait, il y a eu toute une recherche qui a été faite au XXe siècle au Québec, prouvant que Louis-Nicolas était bien l'auteur, parce qu'en fait, on a pu rapprocher certains de ses textes. Donc, il avait écrit une histoire naturelle, il avait écrit une grammaire algonquine. Et en fait, il avait mis il y a beaucoup dans l'histoire naturelle de Louis-Nicolas, il y a beaucoup de renvois vers ces images. Donc, il parle à un moment, là, notamment, il y a un passage sur les licornes, puisque Louis-Nicolas invite tout le monde à croire aux licornes. C'est l'époque. C'est ça. Et dans l'histoire naturelle, il explique qu'il y a un tracé de la licorne. Donc, on comprend que, en fait, dans l'histoire naturelle, ça renvoie vers les dessins et les dessins renvoient vers l'histoire naturelle. Donc, ça permet non seulement d'établir la certitude que les dessins sont de Louis-Nicolas ou que l'œuvre est de lui, mais ça permet aussi de dater l'ouvrage. Ces autres manuscrits sont signés avec un acronyme. Il y a ses initiales, mais c'était très complexe parce qu'au début, quand il a commencé à travailler, il était encore jésuite, prêtre missionnaire, et puis à un moment, il va se fâcher avec les jésuites parce que
certainement ils vont refuser de publier ses ouvrages. Donc lui, il va choisir de quitter L'ordre. voilà, de quitter les jésuites. Donc il va changer ses initiales. Donc lui-même, il a vraiment semé la confusion pour toutes ses œuvres. Mais effectivement, on a vu que dans ses autres ouvrages, il y a des ex-libris, il y a des tampons de bibliothèque. Donc ça permet de retracer un peu, enfin d'essayer de retracer le parcours de ces œuvres. Voilà, c'est ça. L'enquête ensuite, c'est ce qui était important, c'est d'essayer de dater l'ouvrage, parce que évidemment il n'a pas mis une date précise en disant voilà, ces dessins ont été réalisés à tel moment. Sûrement parce que dans son esprit, quand il a fait ses dessins, ça se rattachait à ses autres écrits, donc ça devait pas être séparé. Et donc au moment où ça allait être publié, bah, tout allait être réglé, il y aurait les dates et tout ça. Simplement, c'est pas ça qui s'est produit. Et donc c'est pour ça qu'on avait vraiment un effort de datation à faire sur le codex. Et comment est-ce qu'on fait pour dater probablement qu'il y ait des traces dans le manuscrit lui-même, peut-être dans la préface? Alors, il y a effectivement, il y aurait une méthode qui serait extraordinaire, qui serait le carbone 14. Tout à l'heure, on a parlé du Voynich manuscript. Par exemple, c'est un manuscrit qui a fait vraiment tellement parler de lui, qui est tellement intriguant que là, par exemple, il y a eu le carbone 14 qui a été pratiqué sur un tout petit morceau de papier qui a permis de mettre une date sur le Voynich manuscrit. Là, ça n'a pas été fait parce que c'est pas encore un livre qui est aussi prestigieux, même si on y travaille, n'est-ce pas? Mais effectivement, comme tu l'as dit, Alex, il y a au début du livre, il y a un hommage qui est rendu à Louis XIV. Et grâce à cet hommage-là, il y a donc le baron Marc de Villiers, puis après François-Marc Gagnon, qui ont essayé de voir à quelle période du règne de Louis XIV les dessins avaient été faits et cet hommage a été fait. Donc, il y a toute une analyse à faire de l'image et des légendes autour de l'image pour comprendre quand Louis-Nicolas fait ses dessins. Donc, il y a notamment au début du codex, il y a des hommages à Louis XIV. Donc le baron Marc de Villiers, lui, il est allé regarder dans la légende et effectivement, on parle de Philippe V, donc le petit-fils de Louis XIV, qui est devenu roi d'Espagne. Et il est devenu roi d'Espagne en 1700. Et ensuite, on parle lui, en fait, il s'est dit, s'il est monté sur le trône en 1700, ça veut dire que forcément, les dessins ont été faits à cette date-là. Sauf que François-Marc Gagnon, lui, il a fait une analyse de l'écriture et il a vu qu'en fait, la légende en bas qui parle de Philippe V, en fait, elle a été rajoutée a posteriori. Donc lui, il s'est dit que c'était pas Louis-Nicolas qui avait été l'auteur de la mention de Philippe V. Et donc, que potentiellement, cette date-là a été complètement fausse. Donc, ça sera antérieur, ouais, c'est un rajout. C'est ça. Quand on regarde dans ces légendes-là, par exemple, ça va être des légendes auprès de certains animaux qui arrivent en Nouvelle-France à partir d'une certaine date ou de certains animaux qui sont en France. Alors, il y a effectivement, notamment, il va parler, Louis-Nicolas, il va dessiner des chevaux et il évoque effectivement des livraisons, puisqu'il y avait très peu de chevaux en Nouvelle-France. Et puis, donc, ils arrivaient évidemment par bateau de France. Et en fait, ce qu'ils avaient essayé de faire, donc lui, il dit dans une des légendes, il dit que c'est des chevaux qui sont arrivés il y a 30 ans. Donc, ça veut dire que les dessins ont été faits 30 ans après l'arrivée des premiers chevaux, au moins. Au moins. Alors là, c'est donc le baron Marc de Villiers, il est allé voir dans Pierre-Georges Roy quelles étaient les arrivées de chevaux en Nouvelle-France. Simplement, c'est pas totalement fiable dans la mesure où c'est pas sûr que 100% des chevaux aient été... Oui, il peut y en avoir d'autres qui sont arrivés sans avoir été recensés. Exactement. Donc c'est pas une source très fiable. En tout cas, le baron Marc de Villiers, lui, il est arrivé à la date de 1701. Il y a un autre dessin où Louis-Nicolas parle des victoires de Louis XIV, en fait d'une des premières victoires de Louis XIV lors de la guerre de Dévolution. Et donc il parle de Turenne, donc qui a remporté pas mal de batailles. Ouais. Donc là, on est bien avant. Et donc là, François-Marc Gagnon, lui, s'est dit,
on était plutôt vers la fin du XVIIe, mais pas au-delà, quoi. Mm. Et tout à l'heure, on en parlait un peu, Louis-Nicolas, mais à la base, il n'avait pas prévu que ces images soient séparées du texte. Lui, il avait comme projet de faire un livre avec vraiment une espèce d'histoire naturelle de la Nouvelle-France, avec beaucoup de détails, beaucoup d'informations, une histoire illustrée avec ces illustrations-là. Malheureusement, son ordre va le refuser, mais on est quand même à l'époque où on s'en va vers la France des Lumières, vers cet intérêt-là pour l'histoire naturelle. Il y a quand même plusieurs ouvrages qui commencent à naître dans les décennies suivantes. Pourquoi est-ce que le projet de Louis-Nicolas a échoué à la fin du XVIIe siècle? En fait, Louis-Nicolas, comme vous pourrez le lire dans la biographie, était quand même un missionnaire un peu particulier, c'est-à-dire qu'il n'était pas forcément très concentré sur la conversion des âmes, mais plus sur la découverte du territoire. Donc il a apparemment même entrepris des voyages sur son initiative personnelle. Ouais, c'est plus un explorateur, un scientifique au final qu'un missionnaire. C'est ça, c'est-à-dire qu'il était un peu, voilà, il prenait des décisions seul. Après, il faut aussi se mettre dans le contexte où il pouvait être dans des territoires très éloignés et parfois il était vraiment seul, il n'y avait pas d'autres jésuites avec lui. Donc, forcément, ça l'a amené à faire prendre des initiatives. Voilà, c'est ça, à prendre des initiatives. D'autant que, comme on peut le lire dans son histoire naturelle, il raconte pas mal de fois qu'il est dans des situations très périlleuses, où évidemment le premier danger c'est la famine. Donc ils ont quasiment rien à manger. Et il raconte même un épisode où ils vont sacrifier des chiens parce qu'il n'y a plus rien à manger, donc ils vont même être obligés de manger leurs chiens. Donc on voit que c'était quand même compliqué pour lui. Donc les jésuites ont bien senti que c'était pas le missionnaire le plus efficace. Ils ont essayé à chaque fois de le mettre un peu avec d'autres missionnaires un peu plus qui étaient, on va dire, plus classiques. Notamment, il était avec Jean Pierron, donc qui est un autre missionnaire qui lui essayait de convertir les autochtones en dessinant en fait. Et donc, on se demande si, justement, Jean Pierron n'a pas influencé Louis-Nicolas en lui montrant que le dessin était très utile et que Louis-Nicolas, du coup, serait mis à faire ses propres travaux. Ouais. Alors, non pas pour lui, encore une fois, convertir, mais plus le côté scientifique qu'il attirait. Ouais. Donc, en fait, effectivement, lui, quand il est revenu en France, donc Louis-Nicolas, après, a dû rentrer en France puisque les jésuites ne voulaient plus de lui. Il a même, comme je l'ai dit, quitté l'ordre. Là, avant de quitter l'ordre, il a certainement proposé qu'on imprime ses ouvrages. Et là, justement, j'ai commencé à me renseigner sur quelle était finalement la situation du livre au XVIIe, particulièrement des livres d'histoire naturelle d'une ampleur quand même assez grande parce que il faut penser qu'il va y avoir des gravures, possiblement 180 gravures parce qu'on a 180 illustrations, qu'on va avoir énormément de textes et donc il faut avoir les reins assez solides pour être capable au XVIIe siècle d'imprimer un tel ouvrage. Et vraisemblablement, les jésuites auraient pu l'avoir, mais vu les relations que Louis-Nicolas avait avec les jésuites, ça a peut-être compliqué un peu les choses, mais il n'aurait pas pu se tourner vers un mécène ou, je ne sais pas, ramasser lui-même des fonds et essayer de le faire de son côté? Alors, c'est ça, c'est effectivement... Alors, les jésuites, eux, ils ont un accord avec la famille Cramoisy, donc c'est des grands éditeurs en France. Ce qu'il faut savoir, donc là, je me suis intéressé vraiment à cette période-là pour savoir, sous Louis XIV, comment ça se passait pour faire éditer un livre. Donc là, en fait, une des premières choses, c'est que au XVIIe, c'est pas une période très faste pour le livre parce que le papier il est taxé en fait, parce qu'il y a évidemment des guerres à financer, donc le papier, c'est une des façons c'est un bien de luxe à l'époque. De gagner de l'argent. Donc il y a un autre facteur qui se passe, c'est que, comme tu viens de le dire, c'est qu'il y avait vraiment l'effort de donner des belles illustrations. Donc on a amélioré la technique de gravure, on est passé du bois au cuivre, qui donne des plus belles illustrations, mais ça coûte plus cher et puis c'est plus complexe. Donc on dit que cette époque-là, c'est le divorce du texte et de l'image parce que il y a de moins en moins on met une gravure au début du livre et puis c'est terminé parce qu'on n'a pas les moyens d'en faire plus.
Or là, comme on l'a souligné, Louis-Nicolas, lui, il a C'est pas beaucoup, ça son projet, là. il a beaucoup de dessins. Donc ensuite, bon, côté reliure, il n'y a pas trop d'innovation. Mais ensuite, ce qui va se passer surtout, c'est que comme pendant la jeunesse de Louis XIV, il y a ce qu'on appelle la fronde, Ouais. Louis XIV, lui, il a peur, il veut contrôler tout. Donc, il estime que le livre, c'est aussi quelque chose à contrôler. Ouais, c'est Donc, vecteur d'idées qui peuvent être dangereuses. exactement. Donc, lui, il va estimer qu'il faut beaucoup plus centraliser les choses autour du livre. Donc, il y avait déjà une bibliothèque royale, mais lui, il va vraiment faire en sorte que ça se développe. On ne va pas pouvoir publier de livres, évidemment, sans son accord. Et puis, il va faire en sorte de contrôler toute la chaîne de production des livres. Donc, il va y avoir une raréfaction des ateliers. Et puis, il y a des familles comme les cramoisis qui vont se développer. Et eux, ils vont vraiment être en connexion avec à la fois les ordres et à la fois la partie royale. Et c'est eux qui vont pouvoir, entre guillemets, éditer ou non les ouvrages. Donc, quand on est Louis-Nicolas, si on n'est pas en capacité avec les jésuites de travailler, là déjà c'est un gros handicap. Ensuite, il faut effectivement trouver un mécène ou séduire le roi. Alors là, ce qu'on voit dans l'histoire naturelle, ce qui est assez intéressant, c'est que Louis-Nicolas évoque le fait qu'il est allé apporter des animaux à Louis XIV. Donc, ce qui est saisissant, c'est qu'il raconte qu'au début, il voulait lui offrir des ours. Donc, Des ours vivants ou les dessins d'ours? des ours vivants. Donc, et comme je vous l'ai dit, Louis-Nicolas était vraiment quelqu'un de très original, il était très audacieux. Et donc, il s'est mis à élever des ours. Donc, il a pris au début des petits ours. Mais évidemment, rapidement, ils ont grandi. Et au moment d'embarquer pour la France, de quitter la Nouvelle-France, le capitaine, enfin, on se doute, il rentrait plus dans des cages. Et donc, Je veux pas ça sur mon bateau. voilà, c'est ça. Donc, il a bizarrement, il n'a pas pu emmener ses ours. Il était très déçu parce qu'il le dit dans l'histoire naturelle. Il dit, ah, c'est dommage, le roi aurait été super heureux avec ses ours. Alors, du coup, il va être, entre guillemets, il va se rabattre sur des tamias, là, des écureuils suisses, comme ils les appellent. Donc là, c'est bon, c'est moins. C'est un format qui est plus facile à faire voyager. C'est ça. Donc il va réussir à emporter des Suisses et puis il va les emmener. Et là, ce qu'il décrit dans l'histoire naturelle, c'est que il aurait été à Saint-Germain-en-Laye. Donc c'est parce qu'on est à la période avant Versailles. Ouais. Et qu'en gros, il aurait donné ça au roi. Il rencontre un de ses fils. Il rencontre la reine. Le roi paraît enchanté. Et apparemment, il y a même ce détail dans l'histoire naturelle où les écureuils auraient été mis dans la ménagerie royale à Versailles cette fois. Donc, ça voudrait dire que Louis-Nicolas, il est rentré vraiment en contact avec Louis XIV. Obtenir comme ça audience auprès de la cour, c'est pas si simple. Ça veut dire qu'il avait des appuis, ça veut dire qu'il avait peut-être un mécène. Donc, c'est peut-être une piste pour expliquer que le codex ait été relié aux armes de Louis XIV. Peut-être que c'est pas un remboîtage, peut-être que réellement, on ne sait pas, mais Louis-Nicolas a pu finalement donner son manuscrit à quelqu'un d'important. Qui l'a fait qu'il aurait fait relier, puis qu'il aurait cheminé peut-être dans la bibliothèque du roi, mais ça, on va en parler juste après. Et justement, la bibliothèque du roi, qu'est-ce que c'est? À quoi ça ressemble? Et bon, est-ce que l'ouvrage aurait pu justement finir par y figurer? Alors, c'est là où je me suis penché effectivement sur la bibliothèque de Louis XIV. En fait, il y a deux grandes époques. Il y a ce qu'on appelle l'ère Louvois. En fait, c'est un libraire en fait qui venait d'une très grande famille, puisque c'est les Letellier. Donc là, lui, en fait, ce qu'il a, c'est que il va il va administrer la bibliothèque royale. Et puis, c'est lui qui va commencer à l'organiser, notamment, un de ses objectifs, c'est de la rendre ouverte au public. Donc, en 1692, pour la première fois, on va pouvoir aller dans la bibliothèque du roi, consulter des ouvrages, évidemment, il faut être chercheur, et puis tout le monde n'a pas accès à ça. Mais déjà, il y a un premier accès. Public. Ouais, c'est ça. Il y a un premier accès. Et il y a notamment un des hommes qui travaille pour l'abbé de Louvois, qui s'appelle Thévenot, et dont Louis-Nicolas parle dans son histoire naturelle. Donc ça fait quand même, ça crée un rapprochement, puisque Thévenot, c'était un Français qui était à la fois un inventeur, il a créé le niveau à bulles, il a écrit un texte sur l'art de nager, donc c'était vraiment très novateur.
Et Thévenot, c'était donc un bibliothécaire du roi et il était aussi passionné de voyage. Et donc, il cherchait à avoir le maximum d'ouvrages, de manuscrits, d'explorateurs. Et donc, il publiait des recueils. Et on voit que Louis-Nicolas en parle dans son Histoire naturelle. Donc, ça donne aussi un petit indice parce qu'on se dit, ah, s'il parle de Thévenot, ça veut dire que peut-être qu'il l'a connu, peut-être qu'il a accédé à certains de ses ouvrages. Donc, ça le rapproche encore. Et ensuite, il y a un autre homme clé dans cette période de Louvois qui s'appelle Nicolas Clément. Et lui, Nicolas Clément, il était en charge notamment des manuscrits. Donc, il faut imaginer que la bibliothèque du roi, c'était pas au départ quelque chose de très bien rangé, très bien classé. Les livres étaient souvent pas très bien protégés, un peu mis n'importe où. Et puis en plus, à l'époque, il y avait des cheminées, donc il y avait de la fumée. Enfin, c'était vraiment pas des conditions de conservation optimales, on l'imagine. On est au 17e. C'est ça. Et Nicolas Clément, lui, va faire vraiment un effort de tri, de classement, et puis il va aussi pousser tout le monde vers dans des dynamiques d'acquisition, c'est-à-dire que c'était eux qui étaient proactifs pour aller chercher des ouvrages. Et le problème, c'est que Nicolas Clément, en fait, il est rentré en contact avec un homme qui s'appelle Jean Aymon, qui était en fait un curé qui s'était tourné vers le protestantisme, donc c'était vraiment pas bien. Et en fait, Jean Aymon, à un moment, a voulu dire qu'il il voulait revenir vers le catholicisme, qu'il avait commis une grande erreur. Et il a écrit à Nicolas Clément en lui disant, voilà, je veux revenir, et puis notamment, je veux consulter des ouvrages pour retrouver la bonne voie. Et c'est ça. Et le problème, c'est qu'en fait, lui, il faisait ça uniquement pour aller accéder à la bibliothèque royale et voler des documents. Il est reparti avec plusieurs documents en Hollande. Et puis il a aussi beaucoup arraché de documents, des beaux manuscrits d'un bibliothèque du roi. Donc une des pistes intéressantes, ça pourrait être aussi ça, c'est que peut-être potentiellement Jean Aymon aurait volé le Codex Canadiensis. Ça, c'est une des pistes intéressantes. C'est un vol qui a lieu en 1707. Donc si le codex était dans la bibliothèque du roi, peut-être que Jean Aymon s'en est emparé et qu'après c'est parti dans la voie privée et que peut-être c'est comme ça que ça a atterri chez les Chamonix. Ça a creusé. Et enfin, il y a une grande période qui est l'abbé Jean-Paul Bignon, où lui, il va vraiment, à partir du début du 18e, lui, il va vraiment entreprendre de faire une bibliothèque beaucoup plus structurée, avec le département des médailles, des manuscrits. Enfin, il va créer 5 départements, il va faire une grande politique d'acquisition, il va vraiment prendre ce travail au sérieux. Et puis, notamment, une des choses qu'il va faire, ça, j'ai retrouvé ça dans des lettres qu'il échange avec le régent, puisque là, on est sous l'ère de la Régence, après Louis XIV. Là, en fait, il va chercher à prendre il y a plein de manuscrits éparpillés au sol, enfin, c'est vraiment, il y a encore beaucoup de travail. Et donc, lui, il va chercher à faire relier tout ça. Donc, potentiellement, il aurait pris parce que j'ai lu aussi qu'il y avait des pots de Marocains qui avaient été stockés là. Peut-être qu'elles étaient déjà avec les fers de Louis XIV. Peut-être qu'il a fait relier les choses quand il a vu il y avait beaucoup d'appels à Louis XIV au début du codex. En tout cas, il y a vraiment une période, là, le manuscrit, le codex, il arrive dans cette période-là de tumulte au niveau de la bibliothèque, où elle va s'organiser, où elle va vraiment se structurer. Et donc, je pense que c'est comme ça que finalement, le codex a dû vraiment exister au niveau de Louis XIV, et dans toute cette effervescence qui, à la fois, peut-être lui a permis d'exister sous son format de livre, mais aussi peut-être d'être volé et peut-être de disparaître dans tout ce chambardement. Donc, un sujet sur lequel il reste encore bien des questions auxquelles on n'a pas encore de réponse. On en a certaines qui nous sont proposées dans le dernier numéro de Capot Diamant, le Codex Canadiensis, une énigme de la Nouvelle-France. Encore possible de se le procurer pour quelques semaines dans les kiosques de revue. Par la suite, il faudra aller du côté de Capot Diamant en allant sur son site internet ou en téléphonant à la revue. Et donc, on va poursuivre vers une période de questions. Un grand merci, Sylvain Lombroso, pour cet entretien qui nous a amené de Paris à Tulsa, à Ottawa, en passant en fait par différentes collections privées, publiques, différents personnages fascinants et parfois un peu louches. C'est ça. Et j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à poser des questions sur le codex, c'est parce que c'est vraiment, je pense,
un livre qu'il faut valoriser au Québec et donc il faut qu'on s'y intéresse tous pour que un jour on puisse notamment l'exposer dans notre province puisque ça n'a pas été le cas pour l'instant. La seule fois où BNQ a voulu l'exposer, le musée Tulsa a refusé et c'est une œuvre numérique qu'on a présentée au public et ça serait quand même formidable d'avoir le vrai au Québec un jour. Donc, on se retrouve à l'instant pour la période de questions et on vous remercie au nom des éditions du Septentrion et des Sociétés historiques de Québec et de Montréal pour avoir été avec nous.